Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en ce samedi 26 juillet. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et nous allons tout de suite écouter le courrier des auditeurs. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Meiguang. Et donc cette semaine, comme à notre habitude pour le courrier des auditeurs, nous vous rappelons un peu l'actualité de la radio. Oui. Cela comprend notamment les concours, mais aussi certaines activités spécifiques comme la diffusion en direct. Oui, la diffusion en direct depuis notre antenne à Tamshui, c'est quelque chose qui arrive enfin. Vous savez qu'après des premiers textes et aussi tout le mois de juillet pour le service allemand, enfin, le service français va arriver. Donc, dès week-end prochain, attention, pas cette semaine, vous êtes forcément déjà au courant, même plus au courant que nous. En fait, donc, tout le mois d'août, pour le vendredi, samedi et dimanche, nous vous rappelons que nous allons faire une diffusion directe depuis Tamshui. Il y a 2 fréquences à nous écouter, c'est les mêmes qui sont utilisées par le service allemand. Donc 15 145 kHz, 15 145 kHz pour le créneau horaire 17h, 17h30. Ensuite 11 995 kHz, 11 995 kHz, 17h30 à 18h. Donc tous les vendredis, samedis et dimanches. Oui, c'est bien sûr autant universel. Et oui. L'orientation de l'antenne, pour ceux qui voudraient avoir la précision, c'est toujours 325 degrés. Et on peut rappeler aussi qu'il y a une carte QSL spéciale à gagner pour l'occasion, qui vous sera envoyée comme chaque année. Donc on attend vos rapports d'écoute qui vont venir très bientôt avec ces diffusions. Et bien sûr, on précise que tous les rapports d'écoute que vous avez envoyés pour notre période de texte seront confirmés également par la carte QSL spécialement éditée par le service français. Par le service français. Oui, alors nous vous rappelons maintenant les concours. Et bien sûr, c'est l'occasion, comme nous sommes généreux, de dévoiler déjà avec quelques jours en avance les concours du mois d'août. Mais on commence d'abord par le rappel du concours du mois de juillet. Alors il vous reste donc quelques jours pour répondre. Oui. Donc le concours du mois de juillet rappelait en fait un incident qui s'est produit en Europe. Récemment. Enfin, c'est même pas récemment, mais on l'a su que très tardivement, voilà. La nouvelle est arrivée ainsi en fait. Voilà, c'est qu'on a eu vent de cet incident que très tard, même s'il a eu lieu au mois de mars, si je me souviens bien. Oui. Et donc il a eu lieu dans une ville. Quelle ville est cette ville ? Vous pouvez même préciser quel était exactement l'incident, mais on vous l'avait déjà dit dans le sujet. Il s'agit en tout cas d'agression de Xiao Bekim par véhicule lors de son voyage dans cette ville. Il faut nous nommer. Donc, elle était la vice-présidente de la République élue à l'époque, parce qu'elle n'était pas encore entrée en fonction, mais déjà élue. Pour ce concours, il y a 5 petits porte-clés en forme du fameux gâteau Oreo. Oui, voilà. Ça fait vraiment penser à Oreo en fait. À chaque fois, je passe devant ces cadeaux, j'ai l'impression, je crois en fait, j'ai l'impression de voir des gâteaux à manger en fait. Tellement j'ai faim. Voilà. Oui. Voilà, donc ça c'est pour le concours du mois de juillet. Ensuite, le concours trimestriel juillet, août, septembre est bien sûr toujours actif. Oui, et donc le concours trimestriel, on vous demande pas vraiment de répondre à une question, mais de nous donner 3 événements culturels auxquels Taïwan participe en Europe ces derniers temps, cette année en tout cas.
Culturel. Culturel, oui, j'ai dit culturel. Vous avez encore jusqu'à la fin du mois de septembre pour participer à ce concours et vous avez la possibilité de gagner des des supports pour téléphone en forme de transat. En fait, c'est quelque chose de relativement simple à répondre. Je crois qu'en plus de notre site, vous pouvez trouver aussi des réponses un peu partout, en fait, sur le site du ministère de la Culture, par exemple, ou sur les sites d'autres informations en anglais de Taïwan, concernant Taïwan aussi. Il y a des activités assurées par des artistes taïwanais en France, mais pas que. Bientôt en Allemagne ou alors en Irlande. Je crois que j'ai tout dit. Et vous avez aussi, je pense qu'il y a pas mal aussi d'informations sur ce sujet sur le site de la Taïka. Oui, mais l'essentiel, c'est à trouver sur le site du service français. Voilà. Ça, c'est plus facile pour peut-être avec les mots-clés en français. Oui, et aussi, bien sûr, on vous invite, avant de vous dévoiler le concours du mois d'août, on vous invite de nouveau, toujours, en fait, à partager avec nous des choses qui vont mal et des choses qui vont bien avec notre nouveau site. On rencontre vraiment beaucoup de difficultés en ce moment, notamment avec la société fournisseuse. Et le fournisseur, oui. Le fournisseur. Et du coup, les choses ne sont pas parfaites. Elles se corrigent même très très lentement, beaucoup plus lentement qu'on pouvait imaginer. Mais n'hésitez pas à le dire, parce que c'est une sorte de pression pour la direction de faire pression sur la société. Oui, parce que des différentes communications passent mal, je peux dire. Et du coup, n'hésitez pas à partager vos points de vue pour qu'on puisse avoir des preuves à l'appui, comme quoi c'est quelque chose qui va mal. Voilà, et ça nous permet aussi donc de faire pression directement sur le prestataire et de faire aussi en sorte que eux, ils voient que c'est pas qu'un problème au sein de la radio, mais que ça impacte directement vous, les auditeurs, qui sont quand même le cœur de notre travail. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'est notre petite parenthèse à propos de notre site. Et maintenant, le mois d'août, le concours, et c'est quelque chose en lien avec une émission au micro de RTI que Fix et moi avons fait tout récemment, au début de la semaine. Donc oui, le concours est en lien donc avec ce documentaire qui sont les ponts Eiffel oubliés de Taïwan. Oui. Et on vous demande donc de citer 4 pays concernés par cette histoire. Il y a tout un récit autour de ces ponts. On a rencontré donc le réalisateur et la productrice du documentaire. Et donc c'est une histoire assez passionnante en réalité. Donc allez réécouter, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. C'est passionnant, je pense que c'était même surprenant, même pour les descendants de Gustave Eiffel. Je crois que personne en France savait qu'il y avait des ponts Eiffel à Taïwan. Je crois que je suis passée plusieurs fois devant ces ponts sans jamais faire attention qu'il s'agissait d'une fabrication une conception Eiffel. De style Eiffel. Oui. Et du coup, donc on peut imaginer que ces ponts n'étaient pas destinés à Taïwan dans un premier temps. Il y avait un autre pays destinataire de ces ponts. Mais miraculeusement, c'est arrivé à Taïwan, se trouve maintenant dans les gorges de Taroko et aussi la route transversale du centre. Du coup, ces ponts ont voyagé et on vous invite donc à nous dire au moins 4 pays qui sont concernés par ces ponts qui ont voyagé. Oui, car ils ont été fabriqués à un certain endroit, ils sont arrivés à d'autres endroits et peut-être prévus pour encore d'autres endroits. Donc, on vous demande de citer au moins 4 pays qui ont été concernés, soit par la construction, soit par la conception, ou en tout cas ce qu'on appelle l'appel d'offres, et enfin l'endroit final, qui est celui-là, on le connaît, c'est Taïwan. J'ai le droit de dire Europe, Asie, Amérique. Voilà, là, je pense qu'on est assez large. Il y a du choix dans ces régions-là, donc comme pays, donc on va pas trop donner d'indices. Oui, voilà. Donc, et comme cadeau, c'est Fix en fait qui les a trouvés. C'est des pendentifs et avec des nœuds, des fameux nœuds chinois en fait. Des nœuds chinois, d'accord. Oui, c'est décoratif. Et il y en a en tout
4 à gagner. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours relativement facile, entre guillemets. Voilà, donc maintenant, nous allons répondre à quelques questions envoyées par nos auditeurs. Et nous allons commencer par une question qui fait suite un peu à un sujet dont j'ai traité la semaine dernière, que sont les huîtres à Taïwan. Donc j'ai parlé un petit peu des variétés, de comment se passe la production, des lieux de production la semaine dernière. Et c'était une question donc de Philippe Marsan qui nous a reposé d'autres questions parce qu'il est très intéressé par le sujet et qui nous a demandé cette fois-ci comment vend-on les huîtres à Taïwan. Est-ce que c'est des huîtres à la douzaine ou bien le fameux 13 à la douzaine? Est-ce qu'on les vend au poids? Et aussi quelles sont les techniques d'ouverture des huîtres? Il demande aussi si c'est soit par derrière soit par le côté. Les deux techniques existent en France. C'est des questions très précises en fait. Et aussi comment on classe les huîtres à Taïwan? Est-ce qu'on fait le fameux classement par catégorie de calibre? En France, c'est comme ça qu'on dit, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et donc, il voulait avoir donc, des précisions là-dessus. Donc, il n'y a pas énormément non plus... en fait, comme ce sont des questions précises, je ne peux pas faire non plus développer pendant très longtemps sur la réponse, mais je vais quand même donner des informations. Alors, j'ai trouvé déjà une information sur la période de reproduction dont je n'avais pas forcément parlé très clairement la dernière fois, qui est plutôt au niveau de janvier. Ensuite, la façon la plus courante de préparer les huîtres, notamment pour la version en omelette, est de les acheter directement décortiquées. Ce sont souvent les pêcheurs qui le font et elles sont ouvertes à la main. Et de ce que j'ai vu, j'ai regardé plusieurs documentaires pour essayer d'avoir l'information en vidéo. L'ouverture se fait plutôt sur le côté que par derrière. D'accord. Après, je pense que c'est par le fait qu'eux, ils les coupent directement, donc c'est un peu moins important de préserver l'aspect en fait ouvert dans l'huître directement. Parce que je suppose que tu as dû préciser la semaine dernière comme quoi les huîtres se consomment essentiellement pas crues à Taïwan, donc c'est souvent en plat. Et du coup, seules les huîtres très très fraîches qui sont ouvertes directement dans les restaurants qui peuvent penser aux huîtres qu'on consomme en France en fait. Et d'ailleurs celle-là, comme on l'a dit la semaine dernière aussi, on avait parlé du fait que celle-là était les 3/4 du temps importée directement de France. C'est ce type-là. Et donc voilà pour le système d'ouverture, donc c'est plus sur le côté parce qu'au final il n'y a pas besoin d'avoir un bel aspect au niveau de la coque. Et les huîtres sont plus petits, j'ai l'impression. Voilà, et il n'y a pas vraiment de taille spéciale au niveau du calibre de la coque, parce qu'au final, on a que vraiment l'huître en elle-même qui est récupérée. Alors, je voulais préciser quand même que les prix que j'ai trouvés, on a des prix oscillant de 50 à 100 dollars taïwanais si elles sont achetées avec la coque directement pour 500 grammes. Ça fait à peu près 1,45 € à 2,90 €. Avec la coque. Avec la coque, c'est ça, avec la coquille. Si c'est déjà décortiqué, c'est un prix avoisinant les 150 dollars taïwanais, les 500 grammes. Donc c'est pas quelque chose de très très cher en fait. Voilà, ça reste très abordable. Ça fait à peu près 4,35 €. Donc l'ouverture se fait, comme je l'ai dit, en général de manière manuelle. Il existe, en termes industriels, quand c'est des grandes quantités, il existe quand même des machines pour les nettoyer avant de les ouvrir, avec notamment convoyeur. Et après une genre de ballot qui les nettoie dans l'eau. Et avec ce système-là, en fait, là j'ai trouvé un truc un peu pointu. Il existe donc des usines, notamment une à Changhua qui est spécialisée là-dedans. Et sa capacité de nettoyer environ 40 kg d'huîtres toutes les 5 minutes. Waouh! Cela représente une capacité de production d'environ 2 millions d'huîtres par mois. En sachant que traditionnellement, je crois qu'on avait répondu à une question, je ne sais plus de quel auditeur, sur la présence de la femme dans l'agriculture. En fait, justement, pendant longtemps, dans ces villages, dans cette côte ouest de Taïwan, les principales régions productrices des huîtres de Taïwan, c'était des femmes suffisamment âgées qui sont femmes au foyer, mais pour assister leur mari qui travaillait dans l'aquaculture. Et leur travail, c'était décortiquer les huîtres. Les huîtres, c'était donc quelque chose de manuel, effectivement, et essentiellement des femmes. Et alors là, ce que j'ai vu moi dans les documentaires assez récents, c'était vraiment... ils se posaient juste après la pêche, en fait, et ils ouvraient ensemble
Souvent, quand c'est des petites productions, Oui, les deux, enfin l'ostréiculteur et sa femme ouvraient ensemble ouais, et si je me souviens bien, les c'est huîtres. utilise même les pieds, en fait, les orteils des pieds pour. J'ai l'impression que c'est tout attaché ensemble. Je sais plus en fait comment elle travaillait, mais Mm. c'est les 4 membres qui sont utilisés pour pouvoir aller plus rapidement en fait. D'accord. Dans ce que j'ai vu, comme là, elles étaient nettoyées, c'était pas directement Oui, attachées au filin, c'était pas par gros lot. Comme ouais, c'était déjà nettoyé, elles avaient juste à ouvrir oui, les... c'est Ça arrivait juste différent. dans un gros seau Mm. et décortiquer juste les huîtres. On en a parlé déjà un petit peu la semaine dernière, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, les huîtres à Taïwan sont attachées entre deux piliers, entre Oui, deux poteaux, et c'est un fil en fait, et les huîtres sont oui. installées une à une à une à une. Mm. Alors que nous, c'est plutôt en grappe sur un poteau. D'accord. Donc ça Mm. reste aussi une spécificité des huîtres à Taïwan. Si vous avez vu l'article sur le site internet la semaine dernière, Mm. j'avais mis une photo justement de cette disposition qui est un peu particulière. Voilà les huîtres qui fait couler les salives. Voilà. Comme moi je suis un peu allergique aux fruits de mer, ça va. Ah. Mais Bah, comme je suis végétarienne, mais je me souviens combien c'était bon quand même. voilà, en tout cas merci énormément à Philippe Marsan pour ces questions précises. Ça permet encore de préciser un peu plus comment se passe l'ostréiculture à Taïwan et c'est toujours très intéressant. Oui, et maintenant nous pouvons répondre à une question de Jacques Augustin. Jacques Augustin avait écouté une émission Retour à la source sur les études relatives aux dauphins à Taïwan et il souhaite savoir si les dauphins qui échouent en fait sur les plages sont-ils bien soignés ou quelle est leur population, est-ce qu'ils arrivent à se reproduire à Taïwan. En fait, la plupart du cas, je crois que je l'avais dit dans l'émission, dans 90% des cas des dauphins ou des baleines qui échouent sur la plage à Taïwan, on n'arrive pas à les sauver en fait. Ils sont déjà extrêmement fragilisés. Lorsqu'on parle des dauphins taïwanais, on parle essentiellement ce qu'on appelle Zhonghua Baihaitun, le dauphin à bosse du Pacifique. Et ça, c'est une espèce de dauphin qui arrive à se reproduire dans les eaux de Taïwan. C'est sur la côte sud-ouest de Taïwan, juste à côté des zones où on cultive des huîtres. Oui. Donc ça fait partie de la même zone. Et malheureusement, c'est pas un dauphin très reproducteur. C'est un dauphin qui ne se reproduit qu'une fois tous les 3 ans. Et la plupart du temps, il n'y a qu'un seul bébé. Donc un seul bébé tous les 3 ans. Et seulement un quart de ces bébés dauphins arrivent à atteindre l'âge de 6 ans. C'est extrêmement difficile pour la croissance de la population de dauphins à bosse du Pacifique. Et une autre espèce de dauphins qui se reproduisent dans les zones des eaux de Taïwan, c'est le dauphin de Risso, qui vit essentiellement dans l'est de Taïwan, donc cette fois-ci plutôt dans le Pacifique. Et ce dauphin se reproduisent généralement vers l'été et l'automne, et chaque portée doit attendre 1 an. Donc c'est également pas très, très reproductif. Et pour reparler de dauphins à bosse du Pacifique, déjà la reproduction est faible, et en plus c'est un dauphin largement menacé. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi? Est-ce que tu arrives à deviner les raisons des menaces qu'il subit? Bonne question. Oui. J'avoue que j'avais déjà entendu parler des Oui. problèmes au Brésil qui sont liés au réchauffement de l'eau. Oui, et ici, c'est pas vraiment le cas, c'est lié à la politique énergétique optée par le gouvernement taïwanais, parce que c'est la zone où il y a le plus d'éoliennes qui sont installées sur la côte. Les éoliennes, ouais. Et du coup, ça influence largement les habitats traditionnels de ces dauphins. Et en plus de cela, il y a une sorte de pollution sonore qui gêne cet animal qui dépend largement de communication sonore. Et ce qui fait que, s'ajouter à ceci, il y a aussi la question de la pollution. Et ce qui fait que ça reste un dauphin absolument à sauver pour Taïwan. Voilà, c'est pour répondre et compléter à la question sur les dauphins posée par Jacques Augustin. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, nous souhaitons saluer quelques auditeurs avec tout d'abord Maggie Roy, qui nous a envoyé le dernier bulletin de Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie. Qui est le bulletin du 2e trimestre
Et ce bulletin parle notamment de la diffusion en direct dans un encart de Radio Taïwan International et a fait également tout un dossier sur les animaux endémiques de Taïwan, très intéressant. Donc on les remercie de nous avoir envoyé cet exemplaire de leur bulletin. Oui, je vois même beaucoup d'animaux qui sont adorables en fait, qui sont présentés dans ce bulletin. Il y a donc l'ours noir formosan. Oui. Et il y a le macaque. Oui, tout à fait. Il y a le sika, oui. Une sorte de daim. Il y a le sambar qui est un peu plus imposant que le sika. Oui. Qui est aussi une forme de daim. Le monjac formosan aussi. Et le pangolin notamment. Hein. Les Français ont appris que le pangolin depuis le Covid, il y en a à Taïwan. Et aussi la roussette formosane qui est une sorte de chauve-souris. En fait, on a plein d'histoires à partager avec nos auditeurs à propos de ces animaux endémiques. J'ai justement envie de parler de macaque formosan qui était dans l'actualité à Taïwan cette semaine. Mais c'est pas suffisamment long pour le développer. On en parle à Taïwan, mais je sais pas si tu as vu cette information. En fait, il y a une ferme dans la montagne à Taïwan, dans le centre de Taïwan, et il y a une ferme, la ferme Wuling, qui est célèbre pour le côté touristique et notamment pour les cerisiers. Et comme il y a des touristes et aussi c'est en montagne, donc entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, il y a beaucoup de macaques formosans. Et dans cette ferme, il est possible d'y habiter soit en campant, soit en habitant dans des cabanes qui sont construites. Et ce qui c'est donc, chaque jour, les gardiens de la ferme doivent utiliser une sorte de fusil à air comprimé pour faire partir ces macaques qui tentent d'arracher des mains de la nourriture des touristes. Donc, et là récemment, ce qui s'est passé, c'est que le singe a ouvert la fenêtre du bureau des administratifs et il a pris un œuf à coque depuis le bureau et qu'il a mangé juste en dehors de la fenêtre, qu'il a enlevé la coquille de l'œuf, qu'il a mangé l'œuf et le tout, après, en refermant la fenêtre et partir. Ah, donc en fait, ils en sont rendus compte en voyant qu'il y avait juste la coquille de l'œuf dehors. Il y avait une image filmée en fait. Du coup, on voyait le singe qui ouvrait la fenêtre, qui mangeait en enlevant la coque de l'œuf et refermait la fenêtre. En fait, je savais déjà que le macaque de cette ferme savait ouvrir les fenêtres des cabanes. Et c'est pour ça qu'il fallait toujours fermer à clé la fenêtre. Mais je ne savais pas qu'il savait refermer aussi les fenêtres. Voilà, comme quoi. Donc, si vous vous rendez à Wuling, fermez bien vos portes et vos fenêtres. C'est aussi un peu vos sacs. À savoir. Oui. Et vos sacs. Ah bah oui. Voilà, surtout, donc. Sortez rien de visible ou qui Tout à fasse fait. du bruit dans vos mains. Oui. D'ailleurs, c'est pas valable qu'à Wuling, ça c'est dans tous les parcs à Taïwan. Même dans les gorges d'Arauco aussi, les macaques agressent directement les visiteurs pour avoir des choses à manger en fait. Moi, je me souviens du parc de Shoshan à Kaohsiung. Ouais. Des attaques, j'en ai vu pas mal. Ouais. Pourtant, j'y suis allé que 2-3 fois, mais ça suffit. Voilà, merci beaucoup encore à Maggie Roy d'avoir partagé avec nous ce dernier bulletin de radio DX d'Auvergne. Maintenant, nous allons répondre à une dernière question. Oui. d'Émile Christian qui nous parle en fait, qui nous a posé des questions en fait sur le tourisme rural, qui est quelque chose qui prend beaucoup forme en France notamment. Et lui, il partage la situation en Espagne parce qu'il habite en Espagne, oui. Et donc en fait, à Taïwan, il demandait en fait s'il existe un intérêt croissant pour le tourisme rural ou dans les villages de montagne, et si oui, comment les autorités ou les habitants organisent-ils cela pour qu'il soit à la fois bénéfique pour l'économie locale et respectueux de l'environnement. C'est très large comme question, en fait. C'est large comme question. J'ai une réponse aussi large. J'ai pas mal d'éléments de réponse. Il faut savoir que, en fait, il y a eu quand même un essor dans ce tourisme, dans le sens où, après le Covid, et en fait,
pourquoi si on est encore sur des analyses de ce type, c'est parce que les dernières données, les dernières analyses que j'ai trouvées en tout cas datent de 2023. Donc on est vraiment encore dans l'après-Covid et le tourisme taïwanais c'était beaucoup orienté à l'époque sur le tourisme local. Aussi, ça s'était beaucoup développé depuis. Et donc il y a eu une sorte de tourisme rural avec plein de facettes différentes qui s'est développée. Et il y a donc eu d'un côté comme facteur la pandémie, qui est du fait donc entre 2020 et 2022 les restrictions sanitaires, le fait d'être en quarantaine pendant 15 jours en rentrant à Taïwan a vraiment rendu difficile les voyages parce que bon en général les Taïwanais partent 1-2 semaines en tout cas dans les pays proches. Tout un max, des fois juste un week-end, et donc avec 2 semaines de quarantaine, c'était vraiment pas faisable. Et donc ils ont vraiment beaucoup recentré le tourisme local. Et les grands points de tourisme, la plupart des Taïwanais les connaissent déjà. Donc il y a eu un développement dans des endroits un peu plus petits, des endroits un peu plus ruraux aussi, pour satisfaire cette demande de tourisme un peu impromptue. Et donc, en 2022, selon les données officielles, le tourisme domestique a augmenté de 22,6% par rapport à l'année précédente. Et ce sont surtout les activités de détente, de nature et de découverte locale qui ont le plus séduit. En effet, plus de 63% des touristes ont déclaré avoir pratiqué des activités d'observation de paysages naturels, comme les forêts, les rizières, les montagnes ou les cascades. Parmi les régions les plus visitées, on retrouve les villages de montagne comme ceux des régions d'Alishan, de Qingqing ou encore les villages aborigènes comme Smangus. Tu connais Smangus? Smakus, dans le Hsinchu, oui, dans le nord-ouest de Taïwan. Je me souviens d'avoir vu une fois une anecdote sur Smangus comme quoi c'était le point le plus éloigné d'une station essence à Taïwan. c'est un truc un peu bête, mais effectivement c'est difficilement accessible en fait, en montagne, reculé. Mais c'est magnifique. Oui. Et ce sont donc des lieux prisés pour leur beauté justement, leur tranquillité, mais aussi pour l'expérience culturelle qu'ils offrent. Le tourisme rural donc à Taïwan ne se limite pas à la randonnée, il se développe aussi autour de 3 grandes thématiques, ce qu'on appelle l'agritourisme avec la visite de fermes, pour en avoir... Tu en as déjà visité des fermes oui. D'agritourisme. Alors il y a plusieurs thématiques même dans l'agritourisme, puisqu'il y a notamment les fermes d'animaux qui sont vraiment destinées aux enfants et un peu des fermes. J'appelle ça des fermes Instagram un peu. Parce que c'est des fermes pour prendre des photos avec les animaux, faire des trucs tout mignons, des vidéos et des trucs comme ça. On peut donner le biberon à des daims ou faire capybara, les dernières modes. La dernière mode, c'est les capybaras et aussi un peu les alpacas. Je sais pas si tu sais les lamas, tu vois. Oh oui. Et j'ai vu que dans certaines fermes là, il y avait de nouvelles fermes avec des alpacas qui était très populaire, et il y a donc cette partie-là, mais il y a aussi des fermes d'expérience d'agriculture plus simple avec comment planter du riz. Il y a aussi la fabrication de tofu, par exemple, dans des fermes de production de soja. Et il y a aussi donc le tourisme de pêche dans les villages côtiers ou portuaires, souvent en lien avec l'écosystème marin, la découverte de l'écosystème marin et comment le préserver. La sensibilisation notamment aux filets qui draguent au fond qui draguent les fonds marins et qui posent beaucoup de problèmes environnementaux, ce genre de choses. Il y a donc aussi le tourisme forestier avec des parcours pédagogiques, des trains touristiques comme celui d'Alishan, je pense qu'on en parle assez et on a fait assez de vidéos sur le sujet, et des expériences immersives dans la nature. Dans tout cela, l'État joue un rôle très actif, notamment en 2022, 104 zones d'agritourisme ont été officiellement reconnues avec plus de 500 fermes certifiées pour accueillir des visiteurs. Certaines ont même été distinguées dans le guide Michelin pour leur gastronomie locale, comme le restaurant de fruits de mer Chang-Ying ou la maison de viande fumée Wang. On remercie donc Émile Christian pour sa question sur le tourisme rural. L'émission touche déjà à sa fin. Donc nous vous remercions d'écouter Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet et Meguan pour RTI. Au revoir. Merci.